et bienvenue à tous à ce numéro de Santé plurielle. Le 1er mai de chaque année est consacré au travail, c'est la journée mondiale du travail. Et le 28 avril, c'était la journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Et donc aujourd'hui, il s'agira de parler de la santé au travail. Pour cela, nous avons deux invités sur ce plateau. Docteur Aimé Kunku, directeur adjoint du Programme national de la santé au travail, et Dandy Ella, directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Et c'est avec vous que nous allons parler de la problématique de la santé au travail à l'occasion de ces deux journées célébrées à l'échelle mondiale. Bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur Aimé, c'est la première fois que nous vous recevons dans ce cadre de santé plurielle. Particulièrement, merci à vous d'avoir répondu donc à cette invitation. La santé au travail, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce concept? Merci Madame Lubiche pour cette opportunité. Effectivement, c'est la première fois que nous venons ici. Il faudrait remonter dans le temps pour comprendre que sur le plan mondial, avec l'Organisation internationale du travail, on est parti du concept de médecine du travail, qui était plus orienté vers le médecin, le médical, pour évoluer vers la santé au travail qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire déjà à la création de l'Organisation internationale du travail en 1919, beaucoup de recommandations, des conventions depuis ont tourné plus vers la protection de la santé du travailleur, parce que c'est l'acteur principal. Et le médecin du travail est ce médecin qui est essentiellement tourné vers la prévention des risques professionnels, la protection, la promotion de la santé du travailleur. Et avec le temps, on a trouvé qu'il fallait élargir parce que le travailleur n'a pas que besoin du médecin, il peut avoir aussi besoin d'un psychologue, d'un ergonome, et ainsi la santé au travail, c'est cette discipline qui en fait c'est un domaine qui est multidisciplinaire, qui prend tous ces différentes disciplines, mais tout concourt à la protection de la santé du travailleur. Il faut prendre ici la santé dans son cadre global, comme le définit l'OMS, comme étant un état de complet bien-être mental, physique, social, qui ne consiste pas seulement en une absence d'infirmité ou de maladie. Et donc, toutes ces disciplines vont finalement concourir à la protection, à la promotion de la santé du travailleur pour qu'il soit productif et que la prospérité soit partagée, que ce soit pour lui et l'entreprise. Alors, nous comprenons que c'est une préoccupation, un engagement aussi du gouvernement congolais en créant le Programme national de la santé au travail qui existe déjà depuis 2002. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Merci. En fait, il faudrait voir cette discipline de la santé au travail dans sa transversalité. Parce que sur le plan international, il y a l'OIT, il y a aussi l'OMS. Oui, Organisation internationale du travail et Organisation mondiale de la santé. Et ils ont fédéré leurs efforts pour qu'au niveau des nations aussi, les pays, les ministères puissent œuvrer ensemble pour la promotion de la santé des travailleurs. Et alors, au niveau de notre pays, il y a quand même tout cet arsenal juridique, les lois et réglementations qui existent pour protéger et promouvoir la santé du travailleur. Et depuis le temps du premier régime, sous le marshal Mobutu, on a eu le premier code du travail après l'indépendance, et puis on a eu le code de 2002 qui a été révisé en 2016. Et nous avons beaucoup d'autres arrêtés, que ce soit au ministère de la Santé, au ministère du Travail. Mais en 2002, le feu professeur Dr Machako de Rez Mémoire a créé ces programmes de promotion de la santé au travail. Et notre vision, en fait, c'est protéger la santé du travailleur, prévenir tout ce qui peut toucher sa santé en vue de l'aider à pouvoir être productif et à protéger aussi tous ses acquis au niveau de l'entreprise, au niveau social aussi, et aussi promouvoir cette santé. Parce qu'il y a un fait de protéger ce qu'on a et un autre fait de promouvoir pour qu'on aille toujours de l'avant. Parce qu'il y a certains idéal qu'il faut chercher à atteindre. Et dans les missions que nous avons, il faut concevoir une politique nationale et puis aussi un plan stratégique pour fixer tout ce qu'il y aura comme intervention à mener à tous les niveaux pour atteindre cet objectif-là. Et aussi, il y a la banque de données qu'il faut constituer
ces différents partenariats, que ce soit au niveau public-privé, qu'il faut mettre en place pour promouvoir la santé au travail. Alors, vous êtes en train de parler en termes de perspective. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une politique, il faut fédérer des synergies, etc. Mais ça fait 12 ans que le programme existe. Pourquoi il faut parler en termes de perspective? Pourquoi parler en termes de ce qui doit être fait? Ce n'est pas encore fait en 12 ans d'existence. En fait, ce n'est pas en 12 ans, c'est en 22 ans. Avec voilà, 22 ans. 22 ans. 22 ans. Oui. C'est un enfant qui est né, qui a grandi, qui devient adulte. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de la promotion du travailleur, nous sommes encore en train de voir ça comme quelque chose à venir qui n'est pas encore effectif. Effectivement, il y a eu beaucoup de pesanteurs au niveau de deux ministères. Le ministère du Travail, de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale et le ministère de la Santé. On ne peut pas se voiler la face. Il arrive souvent dans notre pays que nous ne savons pas aller dans cette intersectorialité, interministérialité pour que la vision du gouvernement soit une, l'action du gouvernement soit une, pour que nous puissions aller l'avant. Et ça n'a pas aidé le pays. Parce que pour la petite histoire, en fait, nous sommes en 2024, mais la première fois où au Congo, on a célébré avec pompe la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, c'est en 2010. Et c'est le programme national de santé au travail qui l'a célébré avec l'appui de l'OMS. Nous avons invité tous les partenaires. On a été au CNTS à Bandal. Et là, nous avons posé ces problèmes pour dire voilà, au Centre national de transfusion. Voilà, il faut aller ensemble. Il faut qu'on ait une politique nationale. Il faut qu'on ait un plan stratégique ou une stratégie et qu'on détermine quelles sont les attributions des uns et des autres. Où est-ce qu'on se rencontre pour aller de l'avant. Et curieusement, comme je parle de ces pesanteurs, tout le monde n'a pas vu les choses de la même façon. Ce qui fait que depuis 2010, c'est en 2022 que finalement nous avons encore frappé la porte du BIT pour dire mais aidez-nous pour avoir cette politique. Et le PNST a approché le BIT a délégué un expert maison qui est venu de Genève. Monsieur, je ne sais pas, le nom va revenir. Il est Monsieur Alim. Il est venu de Genève pour accompagner les pays. Parce que sur le plan national, le BIT a pris un consultant qui a fait l'état des lieux sur la santé et la sécurité au travail au pays. Et M. Marc Atibou a fait ce bon travail. Il est passé jusque chez nous. Et finalement, on a eu les drafts de cette politique. Nous sommes en 2022. Ce monsieur est venu, on a travaillé et on a apporté ces documents au niveau du ministère du Travail. C'est encore dans les tiroirs. On est en 2024, deux ans après. Dandy, d'ailleurs, je reviens à vous, parce qu'il parle de BIT, Bureau international du travail. On a frappé, comme il a dit, finalement, nous frappons, on a l'impression qu'il faut frapper aux portes des partenaires pour que certaines choses soient mises en place. Fédération mondiale contre la drogue, moi je veux revenir à ma question, mais oui, voilà, je voudrais renchérir par rapport à ce que le docteur a dit tout à l'heure et votre question. Je crois que le problème est aussi dans les concepts. Quand on parle d'un programme veut dire ça a un début et ça a une fin. C'est déjà, en fait, le problème part déjà de là. 2002, on est en 2024. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut voir le problème. Faudrait-il parler de programme ou carrément avoir, je dirais, un service, une agence, un office qui est chargé de ce problème et qui est un problème crucial de santé en milieu de travail. Et cela vaut pour tous les autres secteurs, quand on parle du programme national de lutte contre les toxicomanies et autres. C'est-à-dire la réflexion doit être, au lieu de parler de simplement programme, parce que quand on parle d'un programme, on considère que le programme a un début et a une fin. Et c'est ce qui fait que les gens se mettent dans cet état d'esprit que, bon, ça peut s'arrêter à un moment. Mais si on va dans l'esprit d'avoir soit des agences, soit des offices, à ce moment, nous quittons cet aspect de programme qui est limité dans la temporalité, mais pour entrer vraiment dans une sorte de
pérennisation de ce que l'on veut faire. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous devons demander à nos autorités de réfléchir. Voilà. Réfléchir un peu sur ces concepts. Ces concepts, voilà, au lieu de rester dans programme, parce que très souvent... Pour les bailleurs, ça serait certainement quelque chose qui est limité dans le temps. Dans le temps. Et voilà, ça ne peut pas s'éterniser. S'éterniser, exactement. Oui. Bon, on va revenir sur ça. Dandy, il est là, Fédération mondiale de lutte contre la drogue. Et le problème de drogue, c'est aussi un problème réel dans le monde du travail. Ce qui étonne d'ailleurs, parce que on sent une sorte de paradoxe. Les gens prennent la drogue parce qu'ils manquent d'activité, parce qu'ils sont au chômage, parce que, voilà, pour toutes ces raisons-là. Mais on imagine difficilement que le milieu du travail qui devrait en fait procurer le bien-être, parce que c'est dans le travail qu'on peut, on a des ressources pour subvenir aux besoins, mais c'est aussi dans ce milieu-là qu'on peut retrouver la consommation de la drogue. Ça paraît paradoxal. Oui, ça paraît paradoxal. Moi, je voudrais même, au lieu de parler de drogue, parce qu'on préfère parler des substances psychotropes, parce que c'est un concept beaucoup plus élargi. Parce que quand vous parlez de drogue, très souvent, les gens ont tendance à penser au cannabis. Ils vont dire, moi, je ne prends pas du cannabis. Limite, oui. Mais pourtant, quand on parle des substances psychotropes, ça va plus loin. Je prends le tabac. Je prends l'alcool, qui sont les deux substances psychotropes illicites même, c'est-à-dire considérées comme licites, mais qui sont consommées par beaucoup de travailleurs. Et pourtant, ces substances ont des conséquences sur la santé des travailleurs, mais ils ne se rendent pas compte, ou du moins ils s'en rendent compte, ou certains, parce que malheureusement, ils tombent dans ce qu'on appelle la dépendance. Alors quand quelqu'un arrive à la dépendance et à l'addiction, ça devient très compliqué. Là encore, ça pose un problème, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. En matière de santé, il y a des situations où, même si la personne a cette volonté, mais elle ne peut pas faire face à cette situation parce que quand on atteint la dépendance, par exemple, il faut tout un traitement, il faut tout un accompagnement. Or, il y a beaucoup de travailleurs, effectivement, qui sont de consommateurs de tabac, qui sont malheureusement de consommateurs d'alcool, de produits licites, je mets entre guillemets, mais qui tuent partout dans le monde. Mais il y a plein de travailleurs qui se retrouvent là-dedans. Malheureusement, c'est la triste réalité, nous le constatons. Beaucoup de travailleurs, il y en a qui, pour bien travailler, te disent, si je n'ai pas pris ma clope, je ne me sens pas en forme. Ou un autre te dira, moi, pour bien travailler, il faut que j'ai pris 2 ou 3 bières pour que je me sente. Et pourtant, ils oublient que les psychotropes impactent le système central nerveux, ce qui, malheureusement, a des conséquences négatives sur les facultés de la personne. Et ça peut même réduire ce qu'on peut appeler les capacités physiologiques, physiques et comportementales. Et tu vois, donc là, il y a un problème sérieux où il faut aider les travailleurs qui s'y retrouvent pour qu'on les aide à sortir en fait de cet engrenage. Mais déjà, en amont, Dandy, lorsque on recrute des travailleurs, on ne tient pas compte de cet aspect-là. On se retrouve avec des travailleurs qui sont accros aux substances psychotropes, comme vous le dites, et on n'évalue pas, généralement, mais malheureusement aussi, on n'évalue pas toujours l'impact de cette consommation sur la productivité. Exactement, c'est comme le docteur disait tout à l'heure. Je pense que le problème de la consommation des psychotropes ou des substances toxiques, drogues et autres, est un problème transversal. Hein. Donc ça touche le monde du travail comme ça touche aussi tous les autres aspects. Malheureusement, ça dépend aussi des catégories socio-professionnelles. Je prendrai le cas des ouvriers. Il y en a qui vous disent, pour que je tienne, il faut que j'en prenne. Sinon, je n'arriverai pas à bien faire mon travail. Les chauffeurs, par exemple, qui travaillent à longueur de journée, il y en a qui vous disent, il faut que j'en prenne, sinon je ne pourrai pas m'en sortir. À chaque arrêt, il oui, va à prendre... chaque arrêt, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des catégories socio-professionnelles qui se retrouvent dans cet engrenage de la consommation des psychotropes, non pas parce qu'ils veulent devenir addictifs, mais tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont un besoin, on dirait que ça le booste ça un les peu. booste et tout comme ça. Et c'est là où je rejoins pour dire que dans le cadre de la santé du travail, nous sommes justement en train de militer et nous avons participé à la télé qui était organisée dans le cadre de l'ISMET, justement santé pour mentale au travail. Tous ces aspects soient pris en compte. Parce qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de prise en charge de ces travailleurs qui consomment ces choses. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'un accompagnement, il y en a qui ont besoin d'un traitement. Mais s'il n'existait pas de mécanisme pour savoir qui consomme quoi, pour faire quoi, ça va être très difficile de pouvoir leur porter assistance. Oui, mais même pour en parler en termes
de besoin. Il faut que le besoin soit ressenti aussi par le consommateur. Est-ce que ceux qui consomment eux-mêmes pensent que Mais là, moi, je ils dirais ont plutôt, besoin de... mais y a-t-il des mécanismes Oui. au niveau des employeurs, au niveau du milieu de travail, Oui. mis en place pour permettre aux consommateurs... Aujourd'hui, par exemple, quand un travailleur le dit ouvertement que je consomme du cannabis, le lendemain, il est licencié pour la plupart des cas. Mais pourtant, je pense que ce n'est pas ça la réponse, ce n'est pas ça la solution. Il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi ce travailleur, il peut avoir commencé à consommer avant d'être engagé, ou il peut l'avoir commencé là où il est, mais il faut avoir des mécanismes pour savoir comment les accompagner. Ou il y en a qui peuvent vous dire, j'ai peur de dire que je suis alcoolique, parce que le regard des collègues va être différent, ou le regard de mon employeur va changer, tout simplement parce qu'il a peur des répercussions. Donc il faudrait qu'il y ait des mécanismes pour savoir comment aider tous ces employés, tous ces travailleurs qui se retrouvent dans la consommation de ces choses, pourquoi les aider à y faire face, oui. Donc avoir des mécanismes. Et c'est pourquoi je rejoins le docteur quand il parle de politique et stratégie. C'est tout ça là qu'il faut mettre en place. Mais est-ce qu'ici, dans notre société, on stigmatise des alcooliques? Est-ce qu'on le regarde différemment? Ou bien on ne le considère pas comme des personnes normales qui sont... parce que nous travaillons avec des gens qui prennent sérieusement l'alcool, au point qu'on peut voir aussi la répercussion sur le travail, mais ça ne fait rien, entre guillemets. Non, moi je ne dirais pas que ça ne fait rien. En fait, on les laisse travailler. Non, justement, c'est là le problème, Bibiche. Nous avons tendance à être dans le déni dans ce pays. On connaît le problème, on le voit, mais on se dit, bon, il est comme ça, Amélaranaï. Voilà, c'est ça. Et pourtant, la consommation de ces substances a un impact, non seulement sur sa santé, mais même sur son travail. Le taux d'absentéisme est très élevé auprès de ceux qui consomment. Le rendement ou la productivité de ces employés est affecté. Mais comme nous n'avons pas de mécanismes pour évaluer tout ça, on a comme l'impression que Ayagane Moussala, il travaille. Mais pourtant, si on met en place des mécanismes pour savoir même évaluer, on va se rendre compte que ceux qui consomment des substances ont un taux d'absentéisme plus élevé et leur rendement n'est pas aussi bien que ceux qui n'en consomment pas. Mais tout ça là doit être mis en place dans un mécanisme approprié, dans une politique appropriée pour savoir. Parce que quand vous n'avez pas des indicateurs pour définir tout ça, mais sur base de quoi vous allez juger la personne? Parce que si vous dites que bon, il ne travaille pas bien, c'est sur quelle base? Et pourtant, il y a beaucoup d'employés qui voient leur productivité diminuer, mais ils ne savent pas que c'est diminué parce que quand vous prenez trop d'alcool, ça impacte sur votre santé, ça impacte sur vos capacités, ça impacte sur votre psychique, parce que quand on parle de psychotrope, c'est l'esprit, donc en direction de l'esprit, et ça affecte, mais malheureusement, comme il n'y a pas de mécanismes mis en place, on ne sait pas évaluer l'impact de toutes ces choses. Et c'est ça que nous disons, il faut, dans le cadre de toutes ces politiques mises en place, considérer tous ces aspects pour qu'effectivement on essaie de voir quel est l'impact de ces consommations sur la santé, mais aussi sur le travail. C'est votre plaidoyer d'ailleurs, Dandy, vous l'avez fait savoir au cours de l'atelier, vous avez fait allusion à ça, atelier sur la santé mentale au travail. Vous êtes en train de travailler conjointement, docteur, avec le programme national de santé mentale. Vous travaillez conjointement sur ce projet qui doit être mis en œuvre dans le pays. C'est un appel, vous l'avez souligné, de l'OMS et l'Organisation du travail. En quoi ça consiste, ce projet? En fait, l'initiative santé mentale à milieu du travail, le Congo ou nos deux programmes ne sont pas les premiers dans le monde. Il y a des pays qui sont suffisamment avancés, notamment en Afrique, il y a la Côte d'Ivoire, qui depuis plusieurs années ont mis en place cette initiative. Ça part d'une déclaration commune de l'OMS et de l'OIT, qui ont fait un état des lieux et qui ont démontré dans le monde qu'en fait, il y a à peine 35 pays au monde qui ont mis en place des services qui sont offerts aux travailleurs dans le cadre de leur santé mentale. Et c'est important que les pays puissent penser aussi à ça. Et aujourd'hui, comme M. Dandy vient de le dire, tout observateur averti, mettez-vous sur les places publiques à travers la ville, allez dans toutes les entreprises, allez dans le secteur public, privé et même l'informel. Remarquez les agissements des uns et des autres. Dans toutes les classes sociales,
Si vous ne vous rendez compte pas compte qu'il y a des problèmes de santé mentale, c'est que vous-même vous êtes sur dedans. Il faut d'abord comprendre ce problème de santé mentale, parce que généralement, bon, je regrette l'absence du directeur Gédéon de santé mentale. Il sera avec nous certainement prochainement pour qu'on puisse vraiment insister un peu sur ce problème. Parce que généralement, le commun, quand on parle de santé mentale, on pense à la folie. Ce sont des fous que nous voyons sur la route qui ont des problèmes de santé mentale. Alors il faut vraiment nous donner une précision, en fait, une clarté par rapport à la santé mentale. La précision à retenir ici, c'est en fait quoi? Nous devons savoir que l'homme a 3 composantes, l'être humain. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et dans ces 3 composantes, les côtés qui prennent l'esprit et l'âme, la limite, des fois, n'allons pas dans ces considérations trop scientifiques, mais il faut parler de cet homme intérieur et qui, à un moment ou un autre, devant des situations de la vie, peut avoir une réaction, devant toute action, devant toute situation. Et lorsqu'il y a une adéquation entre une situation qui arrive et les capacités de l'homme à réagir, eh bien, il y a un problème qui va s'imposer. Et les éléments par rapport à cette santé mentale, ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress. Hein, vous voyez, ça peut aller jusqu'à la dépression. Ouais. Et c'est finalement lorsque la personne n'arrive pas à poser ses diagnostics ou n'a pas de services qui peuvent l'aider à poser ses diagnostics, il va recourir à certains mécanismes compensatoires. Hein, voyez-vous. Donc, alors c'est là où je vous dis, regardez les agissements des uns et des autres. Nous avons parlé de la prise d'alcool. Le programme Santé au travail, au-delà de tout ce qu'on a manqué comme outil de gouvernance et consorts de manière globale pour les pays, on n'a pas croisé les bras. Nous avons fait un état des lieux dans 15 entreprises de Kinshasa. Nous sommes une étude CAP en 2010 avec l'aide de l'OMS. Une étude CAP sur la santé et sécurité au travail. Et c'était dans 15 entreprises de Kinshasa. L'échantillon était de 284 personnes. Okay. Et on a découvert dans certaines entreprises qu'il y a des gens qui prennent l'alcool à 11 heures. Donc, en fait, les temps pendant les heures de travail. Donc, c'est peut-être une pause qu'il a pris, il est parti soulager ou quoi, mais il a pris une dose. Mais c'est une réaction à une situation qui se pose. Et M. Dandy vient de le dire. Il peut arriver comme ça, normalement, dans les conventions communes, dans les ordres, le règlement d'ordre intérieur, il n'est pas permis à un travailleur de prendre l'alcool pendant les heures de service. Mais voilà qu'il se trouve devant des situations. Une situation qui peut stresser, c'est quoi? C'est que vous avez une organisation de travail autocratique, où le leadership est autocratique. Donc votre chef vous dit, les 10 tâches ici sont prioritaires. Vous commencez par laquelle? Vous n'avez pas les compétences, eh bien, on vous a parachuté quelque part. Eh bien, vous n'êtes pas en mesure de produire, de donner les résultats. Mais vous êtes stressé. Il y a tout ce qu'il y a comme... À qui la faute? Mais la faute, c'est quoi? Lorsque nous parlons de la santé au travail, c'est comme ça que nous revenons là-dessus. La santé et sécurité au travail, c'est le développement durable. Mettre l'homme au centre de tout. Oui. Parce que sans l'homme, tout le 17 ODD, il tourne autour de l'homme. Hein? Il travaille de l'homme. Donc c'est important. Mais voyez ce qui s'est fait chez nous. Moi, je suis médecin. Hein? J'ai plus de 15 ans de carrière. Mais il y a des gens qui peuvent vous appeler comme ça. Docteur, j'ai trouvé une opportunité. Faites-moi un certificat d'aptitude physique. Quelqu'un qu'on n'a pas vu. Cette délivrance complaisante. Il a juste besoin de ce document-là qui va montrer. Mais on ne peut pas délivrer des certificats de manière complaisante. Un travailleur, on le suit de l'embauche à la retraite et on l'oriente même pour l'après-retraite. C'est très important. Donc, quelqu'un qui va être engagé quelque part, eh bien, il faut que le médecin du travail ou les spécialistes de santé au travail les reçoivent. Pour dire, voilà, l'entreprise telle veut m'engager, on dit c'est ça les job description, et voilà ce qu'on attend de vous. Et par rapport à ça, on vous dit les risques professionnels auxquels vous serez exposés et les mesures de prévention. Et s'il faut avoir des équipements de prévention individuels comme collectifs, eh bien, il faut que l'employé les mette à votre disposition. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que cette personne n'est pas passée par tous ces canaux-là pour dire, voilà, nous pensons, vu tels éléments, que vous êtes apte à faire ce travail. Mais les médecins posaient la question, monsieur, vous prenez l'alcool?
monsieur, vous prenez le tabac? Avec le médecin, mais il est ouvert. Et il va dire. Et vous voyez, l'hyperactivité suite à une prise de psychotropes. Quelqu'un va vous dire, non, mais ce travail, je le fais toujours. Un chauffeur qui a pris un peu de psychotrope, il aura tendance à trop accélérer. Et donc l'accident va arriver. Et c'est lui aussi qui prend l'alcool. Si il arrive à un moment que ça l'affaiblit, il a l'inattention, eh bien, il peut se faire couper les doigts, la main, parce qu'il y a un travail dangereux qu'il fait. Voyez, donc, mais on le voit à longueur de journée, on a affaire à des personnes, on voit clairement que la personne n'est pas vraiment dans son état normal, mais elle se retrouve dans un poste de travail, en train de travailler. c'est comme ça que nous disons, il faut nous arrêter. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie de ce pays. Alors, vous avez parlé de cette étude que vous avez menée dans 15 entreprises. L'objectif, c'était quoi en fait? L'objectif, c'était de nous faire une idée du comportement, des connaissances, des attitudes et pratiques des travailleurs par rapport à leur milieu de travail. La connaissance, la perception du risque, les mesures de prévention, tout ce qu'il y a comme stress en milieu du travail, tout ce qu'il y a comme harcèlement, violence en milieu du travail. Et on a eu des éléments factuels qui nous ont démontré qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas les risques liés à leur travail. Alors, voilà, je comprends, si je comprends bien, chaque travailleur, en allant ou en étant recruté dans une entreprise, doit connaître le risque du travail lié à son travail. À son travail. Absolument. Et ça, c'est vraiment, tout commence par là. Vous ne pouvez pas être engagé dans un travail où vous ne connaissez pas ce que vous allez faire et les risques liés à ça. Par exemple, si c'est un travail qui va vous demander, par exemple, d'utiliser l'ordinateur du matin au soir, voilà, vous devrez être en mesure de connaître voilà, quelle est les la risques. distance qu'il faut avoir entre vos yeux et l'écran de l'ordinateur, comment l'ordinateur doit être orienté par rapport à la fenêtre, si ça donne au soleil ou quoi, est-ce qu'il faut mettre vers un plan dur, et la position de vous tenir devant l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si vous ne vous tenez pas bien, avec une chaise qui n'est pas adaptée pour un travail de bureau, vous pouvez commencer par des lombalgies qui vous peuvent aller jusqu'à la hernie discale. Vous êtes un travail de bureau. Vous pouvez commencer un travail, vous n'êtes pas presbyte, et après vous souffrez des yeux. Les travailleurs des mines, ils doivent savoir, ils doivent connaître les risques liés au travail des mines, et là, des cancers par exemple, oui, tout ce qui qu'il y a sont déplorés. comme minéraux, là où ils vont exploiter et tout, c'est comme ça qu'il y a toujours des types de faisabilité pour installer une entreprise. Et là, il y a ce qui est l'IFRESC, qui est connu, voilà, dans les secteurs miniers, voilà la panoplie de risques. Mais spécifiquement, quand vous êtes au Katanga ou au Lualaba, ou dans certains sites, vous avez aussi le cuivre, mais à côté, il y a aussi l'uranium. Mais sous d'autres sites, peut-être qu'il n'y en a pas comme ça. Donc, il faudrait absolument que, dans ces contextes congolais, les travailleurs soient informés. Oui, et dans le contexte congolais, quels sont les problèmes récurrents, si je peux le dire ainsi, les principaux problèmes liés à la santé au travail? Oui, pour la petite histoire, je peux vous dire que sur le plan de données de terrain, en dehors de cette étude qui a été faite en 2010, le programme a mené une étude en 2019 sur l'hépatite B auprès des professionnels de santé ici à Kinshasa. Et en 2022, nous avons fait un état des lieux dans 12 ministères pilotes de la fonction publique du gouvernement ici par rapport à la mise en place de bureaux qualité et vie au travail. Parce que le gouvernement, les lois qui existent au pays, qui s'adaptent, qui s'appuient sur les conventions de l'OIT. Il y a la convention 155 qui parle de la santé au travail. Il y a aussi la convention 187 qui parle du cadre de promotion de la santé et sécurité au travail, qui va de politique nationale, de plans stratégiques et aussi des politiques déclinées au niveau des entreprises. Alors, il y a cette étude qui a été menée, mais aussi l'année passée, avec l'appui de Médecins du Monde, nous avons fait l'état des lieux dans 3 sites de maraîchers de Kinshasa ici, qui est un secteur informel sur le travail des maraîchers. Donc, toutes ces données de terrain nous démontrent, en fait, dans tout ce que nous déployons comme activité pour les programmes, parce que le programme est dans 5 provinces. Nous avons la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Nord Kivu, la province du Congo central, et puis ici à Kinshasa.
nous avons aussi des antennes. Et Donc, ça, il y a des ça, activités- c'est un autre problème. des En tout cas, activités qui se font. en fait, Mais 2 ans, le alors, programme qui est national devrait être dans toute le province. Voilà. Bon, ça, Donc, entre ça, parenthèses. c'était une parenthèse. Alors, pour revenir à cette question essentielle, c'est que j'ai rebondi sur ce que Oui. M. Dandé a dit. La réforme qui est en train de se faire maintenant au sein du ministère de la Santé, Oui. je pense que peut-être avec le nouveau gouvernement, le programme va migrer vers un service national qui Ok. va regrouper Ok. trois programmes. Hein. Ça Donc, sera déjà une réponse. Oui, voilà. Oui. Donc, vraiment, c'est en cours. Le gouvernement y travaille, le ministère y travaille. Alors, le problème qui se pose ici, en dehors de ce que je viens de donner comme problème de gouvernance, par rapport à la politique, par rapport au plan stratégique et consort, mais il y a aussi ce que l'OIT demande. Parce que pour l'OIT, depuis l'Assemblée générale du 15 juin, si je ne me trompe pas, 2022, la santé et sécurité au travail a été déclarée un droit humain fondamental. C'est un Mais droit. ça, on devrait le savoir, même si l'OIT ne le dit pas. En fait, c'est un rappel. Oui, voilà, c'est un C'est rappel. un rappel. Voilà. Aujourd'hui, en tant que programme, nous avons des données factuelles. Oui, Et par qui rapport nous aux permettent problèmes. de faire de plaidoyer. Pour dire, voilà, il y a méconnaissance de ces problèmes de santé, sécurité au travail, de la part des travailleurs. Oui, Il y a même certains travailleurs qui ne savent pas qu'il y a un programme de santé au travail qui existe. Et ces problèmes de données de manière générale. Parce qu'on ne peut pas faire la planification des interventions si on Oui. n'a pas de données. c'est ça. Donc il faut alimenter la base de données Oui. qui vont permettre à ce que de là on puisse partir. Deuxièmement, c'est la mise en œuvre, la mise en application des lois qui existent. Oui, Je parlais de l'OIT, c'est le rappel qui vient. Je parlais du Code du travail. oui, Le Code du travail, même celui qui a été révisé en 2016, le titre 7 parle de la santé et sécurité au travail. Tout ce qu'il faut mettre en place comme service pour protéger et promouvoir la santé du travailleur. Et il y a eu beaucoup de lois, beaucoup d'arrêtés. Pour le ministère du Travail, il y a l'arrêté de 2008 qui demande à ce que chaque entreprise qui a 20 personnes, 20 travailleurs, puisse mettre en place un comité de sécurité, hygiène et embellissement du travail. Et au niveau de la fonction publique, l'état des lieux que nous avons fait, c'est pour nous rendre compte, est-ce que depuis 2015, que le décret a été signé par le Premier ministre pour qu'on mette des bureaux qualité de vie au travail, avec l'appui de la Banque mondiale, est-ce qu'on a mis en place? Est-ce que vous avez trouvé des bureaux qualité de vie dans ces différentes Dans ces entreprises? 12 ministères, seulement 3 ont eu des bureaux qualité de vie au travail, mais qui ne sont pas opérationnels. Qui ne sont pas Parce opérationnels. qu'ils n'ont pas l'expertise pour les faire, Voilà. pour faire le travail. Et deuxièmement, c'est que dans ces bureaux qualité de vie au travail, ils devaient sensibiliser sur les risques psychosociaux, et notamment le stress et consorts. Et nous avons découvert qu'en 2021, il y a 39 agents de l'État qui sont décédés sur le lieu de travail. 39, mais 39. est-ce que c'est pas sous-estimé d'ailleurs Non, ces non, chiffres? c'est-à-dire que Ça, c'est même par si rapport c'est au une nombre. personne qui Oui. Même décède, si c'est une personne, c'est déjà une parce que personne c'est de des trop. ministères. C'est déjà une c'est personne de beaucoup. trop. Oui. Et de mort évitable, parce qu'on dit, Oui. voilà, tel a entre guillemets piqué une crise, et il n'y a même pas de secouristes. Et de ces 12 ministères, 2 seulement ont un dispensaire, la fonction publique et le PST. Le ministère de la Santé n'en a même pas au secrétariat général. Voyez-vous? Donc, les premiers secours sous d'autres cieux, même les enfants de l'école primaire les apprennent. Mais là, dans le milieu du travail, il n'y a personne pour assurer les premiers secours. Et on dit, voilà, celui-là est mort d'AVC, il a fait une crise, on ne savait pas qu'il était hypertenu. Pourquoi? Parce que dans la surveillance médicale d'un travailleur, de l'embauche jusqu'à la retraite, il y a les différents contrôles médicaux, les check-up. Je ne sais pas. Ça devrait s'organiser au niveau de chaque entreprise. D'ailleurs, pour enchérir Oui. ce que le docteur dit, pourquoi on parle de la médecine de travail? Parce que c'est une spécificité. C'est une médecine spécifique aux travailleurs, parce qu'il y a des problèmes spécifiques aux travailleurs. Et c'est pourquoi il y a des experts, des médecins experts en cette matière pour pouvoir aider les travailleurs, justement. Parce que quand on parle de travail, justement aussi, c'est un piège. Très souvent, quand on parle de travail, les gens ont tendance à penser entreprise, société. Mais c'est quoi le travail? Parce que la maman, le docteur vient de parler des maraîchers. C'est le secteur formel C'est le comme secteur formel. informel. C'est une travailleuse. Oui. Le jeune homme qui est en train de vendre les cartes au coin de la rue, c'est un travailleur. Les motards, les le Wewa. Wewa. Oui, Et alors voilà. j'ai Voilà. appris Donc, d'ailleurs il y a quelque temps une étude qui a été réalisée au niveau de l'université de Kinshasa par des médecins de l'université de Kinshasa
ils ont dit que les WEWA, par exemple, ils commencent à développer, ils ont remarqué qu'ils commencent à développer comment ils appellent ça, l'impuissance sexuelle, à force de rester longtemps sur le moteur qui frambit. Voilà, c'est souvent des cas qui ne sont... Et c'est des risques non, mais ça revient, pardon, docteur, ça Oui. revient justement à ce que le docteur disait. Pour en arriver là, il faut que nous ayons non seulement des données factuelles, que nous ayons des études, Oui. mais le grand problème qui se pose dans ce pays, c'est que j'ai comme l'impression que le concept de prévention est fait pour ailleurs. On attend que la situation arrive à un point où on sent que ça devient critique, c'est à ce moment qu'on veut intervenir. Et c'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, ce que nous devons faire comme effort, c'est d'abord comprendre que le ministère de la Santé n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé, de l'hygiène Et prévention. et prévention. Et c'est un terme qui très souvent ne revient pas souvent. On a tendance à se limiter santé. Mais il y a la prévention. Et pour en arriver là, pour faire de la bonne prévention, il faut avoir des données. Il faut faire l'état des Il lieux. faut faire l'état des lieux. Il faut connaître comment est-ce que... Heureusement qu'il y a eu des gens, d'eux-mêmes, ils sont allés pour faire cette étude. Mais normalement, ça, c'est des choses qui doivent être organisées au niveau des services publics. Pour savoir que maintenant, nous avons une catégorie socio-professionnelle des travailleurs que nous appelons les WEWA. Aujourd'hui, on parle de 700 000, 1 million. C'est déjà un très grand nombre. Il faut qu'on essaie de voir maintenant, dans le cadre de leur travail, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes de santé qu'ils ont, comment répondre à ces problèmes de santé. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la prévention. Si on ne veut pas faire de la prévention, on finira par faire la riposte, le traitement, et comme vous le savez, ça va coûter plus. Ça coûte 10 fois plus cher. Oui. Pour $1 dépensé dans la prévention, on en dépense 10 pour la prévention ou pour le traitement. Ouais. Donc c'est ça aussi le problème. Et comme le docteur le disait, je crois que si les politiques nationales, les stratégies sont bien définies dans le cadre du travail, on va avoir une politique de prévention en milieu de travail et selon les catégories socio-professionnelles. On sait que pour telle catégorie, tel type de prévention, pour telle catégorie, tel type de problème, tel type de problème, tel type de problème, parce qu'à ce moment-là, on sait que pour telle situation qui se pose ou telle pathologie qui se développe, les médecins vont vous dire, voici tel traitement ou telle prévention à faire. Aujourd'hui, nous parlons de WEWA. Si nous avons fait cette activité avec Médecins du Monde, c'est pour avoir une cible, on peut voir comment faire à grande échelle pour les autres catégories sociales, catégories professionnelles. Mais on va voir au-delà des maraîchers, il y a aujourd'hui les WEWA dont on parle, parce que, imaginez-vous, est-ce qu'un WEWA doit aller travailler sans passer par un contrôle médical ou un examen d'aptitude au travail? Il ne s'agit pas d'embauche, il est lui-même son patron, mais il doit, dans les cas de la couverture santé universelle, il doit avoir accès aux services pour dire, voilà, je vais faire tel travail, docteur, qu'est-ce que vous me conseillez, comment je vais travailler? Comment voulez-vous qu'un homme normal commence à travailler à 4h-5h du matin jusqu'à 21h? Comment est-ce possible? Tous ces chauffeurs que nous avons qui sont dans les 207 et quoi, parce qu'il faut... Et puis après, on va travailler pendant un temps et après, on tombe malade, on ne travaille plus. Donc, on ne peut pas rester sur la chaise. Même vous qui êtes au bureau, il est conseillé qu'après 2 heures de temps, vous puissiez aller vous soulager, prendre de l'eau pour faire circuler les sangs normalement. Il faut éviter la sédentarité. Mais quelqu'un va rester sur le fauteuil là, comme oui. Et en parlant de l'eau, on perd même cette notion-là. On oublie parfois qu'il faut prendre de l'eau. On est tellement plongé, on ne prend pas de l'eau. Et puis après, le néphrologue viendra te dire que tu as déjà un problème de rein. Et c'est ça qui pousse, ce que le docteur dit, et c'est ça qui pousse certains à croire qu'ils peuvent se réfugier dans les substances psychotropes pour avoir beaucoup plus de force. Or, ils empirent leur situation. Parce qu'en prenant, ils créent encore des problèmes dans un problème qui existe déjà. Donc vous voyez, c'est tout ça. Les heures de service, c'est 8 heures, non? Mais comment quelqu'un... Il y a le 8 heures, il y a même une pause réglementaire. Mais comment quelqu'un va travailler plus de 8 heures de service? Donc pour tenir, il va recourir au psychotrope. Donc il faut l'aider, mettre en place... Je chute en disant, il nous faut appliquer les lois dont nous disposons. Que ce soit pour les entreprises astreintes au code du travail, les secteurs privés comme publics qui sont dans la NEP et consorts, mais les secteurs publics aussi, parce que la CENSAP a été créée pour une réponse à ça. Mais la mise en application de loi suppose qu'on connaisse d'abord ce loi.
est-ce qu'il ne faut pas aussi faire ce travail de rappel, de vulgarisation et de sensibilisation dans les entreprises pour que les employeurs comme les employés puissent connaître en fait le droit, la loi, parce que ça, vous avez vous-même la preuve que beaucoup ignorent, et aussi la sensibilisation sur le bureau qualité de vie qui doit se retrouver dans toutes les entreprises pour qu'on puisse voilà, suivre un peu l'état de santé des travailleurs, éviter le stress peut-être dans le milieu de travail. Gérer le stress. Gérer le stress, parce qu'on ne peut pas éviter le stress. C'est collé à nous. très difficile. Alors, on a beaucoup, on sent qu'on a beaucoup de matière. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors, je vais juste vous poser cette question. Le médecin du travail, on le trouve où? C'est une question peut-être banale, mais elle en vaut la peine. Parce que si on vous suit aujourd'hui dans cette émission, vous parlez de l'importance, on va peut-être y revenir un autre jour, l'importance du médecin ou de la médecine du travail. Mais le médecin du travail, on le trouve où si on en a besoin? Merci madame. Je crois que pour mémoire, vous vous rappellerez, nous vous avions appelé en 2022 ou 2021 à la journée porte ouverte du programme. Ouais. Donc, le programme a déjà suffisamment sensibilisé dans beaucoup d'entreprises. Si vous faites le tour, notamment à Kinshasa et dans les provinces où nous sommes présents, nous 5 provinces jusque-là. Nous sensibilisons. Oui. Et le médecin du travail, ce qui est prévu par la loi, c'est que normalement, après avoir mis en place les codes du travail, il y a le code de titre 7 du code du travail, comme je l'ai dit, qui prévoit, au-delà du comité de sécurité et hygiène du travail, dans une entreprise structurée du secteur formel, il faut un service de santé au travail. Et ce service va être dirigé par un médecin du travail. Alors, il y a aussi l'ouverture qu'on a faite de dire on peut avoir un service inter-entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un service qui est là, qui peut gérer plusieurs entreprises. Ouais. Alors, mêmement aussi, sur le plan, comme nous sommes un service de l'État qui offre ces services au niveau des antennes que nous avons au niveau périphérique. Et aujourd'hui, ce qui est important pour le ministère de la Santé, c'est d'intégrer aussi les paquets minimum d'activité en santé au travail au niveau de nos systèmes, du système sanitaire, disons, au niveau des centres de santé et consorts. Comme ça, tout le monde, que ce soit ceux du secteur public, privé et informel, ils peuvent accéder aux services et avoir l'information qu'il faut. Donc voilà, les médecins du travail, nous reconnaissons qu'ils ne sont pas nombreux au pays. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font la santé au travail, qui sont là, mais la masse critique n'est pas assez importante. Donc, il faut que dans la politique, qu'on forme les prestataires. Et c'est ça, c'est une décision que le pays doit prendre. On doit arrêter de produire des universitaires sans planning. C'est-à-dire le pays doit se dire, par rapport à ma population en général, il me faut autant de médecins. Par rapport aux zones de santé, il me faut autant de médecins. Le pays doit être en mesure de dire, par rapport à la masse laborieuse que j'ai, il me faut autant de médecins du travail. On doit pouvoir évaluer le besoin. Absolument. Et mettre comment aujourd'hui on a autant de médecins généralistes et finalement on en trouve plus nombreux dans les hôpitaux et qui vont se disputer 10 malades, 20 malades. C'est pas normal. C'est ça le problème en fait. Alors, on doit faire quoi, Dandy? Parce qu'il faut bien promouvoir, nous célébrons la journée du travail, la fête des travailleurs, le 1er mai. Alors, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour que pour retrouver tant soit peu ce bien-être dans le milieu du travail? Ok, je partirai sur ce que le docteur a dit tout à l'heure en ce qui concerne la prévention. Vous savez, dans les 17 ODD, le 3e parle de la bonne santé et le bien-être. Oui. C'est 2 concepts. Bonne santé et bien-être. Donc, il y a d'abord la bonne santé, parce qu'il y a santé, mais il faut qu'elle soit bonne. Parce que vous pouvez avoir la santé, mais elle n'est pas bonne. Mais cette santé-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur. Donc, le peuple a droit à la santé. Donc, il faudrait pour l'État de répondre. Donc, ce peuple-là a droit à cette santé. Nous encourageons les efforts qui sont faits en ce qui concerne la couverture santé universelle, mais c'est seulement l'une des cibles de l'EDD 3. Il y en a, je pense, 13 ou 14. Et là-dedans, vous avez la santé mentale qui est dedans. Vous avez les conduites addictives qui sont là-dedans. Vous avez la santé de reproduction qui est là-dedans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'au niveau du pays, que l'on ait une approche holistique, globale. Ne pas se focaliser sur un aspect. Nous sommes à mi-parcours de l'atteinte des ODD, donc d'ici 2030.
Je crois que c'est le moment pour le pays de s'arrêter et de faire une évaluation de ce qui a été fait et de se dire, OK, pour les 7 années et demie qui restent, qu'est-ce qu'il nous faut? Si déjà au niveau du pays, nous pouvons avoir, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, des politiques, des stratégies et des mesures d'accompagnement, des lois qui existent, parce que les textes, il y en a, je crois que ce sera déjà le bon début pour nous permettre de pouvoir répondre, tant soit peu, à tous les problèmes qui se posent au niveau de la santé pour les travailleurs. Mais à côté de ça, le docteur a dit quelque chose de très important, c'est la prise de conscience par le travailleur de son état. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. Quand quelqu'un ignore son état, c'est très dangereux. Parce que quelqu'un peut développer une pathologie suite aux conditions de travail, mais sans savoir que c'est à cause du travail que je fais que je me retrouve comme ça. Comme le on va attribuer voilà, comme toujours, cause à voilà, autre chose. Comme en bon africain, Oui, on finira par regarder, mon oncle, la dernière fois qu'il est passé à la maison, quand il est reparti, j'ai commencé à avoir mal au dos. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on ignore son état. On ne fait pas le bon diagnostic. On ne fait pas le bon diagnostic parce que d'abord, pour le faire le bon diagnostic, il faut déjà que lui-même, le travailleur, connaisse son état. Et pour qu'il connaisse son état, il faut qu'il soit aidé par un expert, un médecin, qui lui dise, au regard des symptômes que nous constatons, au regard de tel fait, nous pensons que vous souffrez de telle situation. Ça peut être dû à telle chose. Et je crois qu'à ce moment-là, si le travailleur a conscience de son état, et dès que vous mettez en place les mécanismes, il sait se dire, oh, je pense que je peux m'en sortir. Ça aussi, c'est un problème. Et je voudrais revenir encore sur ce problème de prévention. Parce qu'en chutant, je pense qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le grand problème que nous avons, c'est que en matière de prévention, nous sommes en train de passer à côté. Il y a certains programmes, quand je prends par exemple tout ce qui se fait au niveau du sida, bravo pour ce qui est de la prévention, mais ce n'est pas le seul problème de santé. Il y a plusieurs autres problèmes de santé, donc je pense qu'il faut voir les choses de manière globale. La prévention et encore la prévention, parce que je pense que ça va nous éviter d'avoir des situations beaucoup plus compliquées. Et je crois que si nous mettons en place tout ce qu'il faut en termes de stratégie, de politique nationale, que ce soit en matière de santé au travail, que ce soit contre les conduites addictives, santé de la reproduction, d'ici 2030, on verra des changements que nous voulons, parce qu'effectivement, le peuple congolais a droit à la santé. Oui, la santé, c'est un droit. Et le peuple congolais en général, le travailleur en particulier, a droit à la santé. Voilà pourquoi nous avons voulu aborder ce sujet, la santé au travail aujourd'hui, avec nos deux invités. Danti est là, directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue, docteur Aimé Koukou, directeur adjoint du programme national de la santé au travail. C'est sûr que nous n'avons pas épuisé la matière et quand vous êtes disponible, revenez, on va continuer à marteler sur cette question. On n'a pas parlé, on n'a pas vraiment abordé la question des conditions de travail qui stressent aussi le travailleur, parce que quand on approche la fin du mois, on regarde l'enveloppe, ça crée le stress, ça crée des problèmes, et le milieu du travail qui devrait nous donner des solutions, ça nous donne encore d'autres matières pour avoir des problèmes, la dépression qui s'ensuit, etc. Donc on n'en a pas fini, mais en tout cas merci pour ce que vous avez déjà apporté aujourd'hui comme information, sensibilisation et aussi plaidoyer. Merci aussi à vous d'avoir suivi. J'espère que malgré tout, chacun et chacune va passer une bonne fête de travail. Encore merci. D'être venu et merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour un autre numéro de santé plurielle, tout en nous excusant pour la voix. Vous avez remarqué, la grippe nous a frappé. Nous parlons encore de la santé. Et il y a l'environnement aussi qui nous entoure. C'est tout ce problème. Vous avez remarqué donc ce problème de voix, je m'en excuse, mais puisqu'il fallait être là, nous avons voulu répondre au rendez-vous. Et la prochaine fois, on se portera mieux, vous comme nous. Allez, au revoir et bonne suite de programme sur la RTNC.